Alors, bonjour, bonjour. S'il vous plaît, dites-moi si vous m'entendez. Ouais, donc, alors, bonjour, très bien. Donc là, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, dites-moi, bon, moi j'ai pensé autrement. Je voudrais bien commencer par le cours sur les règles de prescription des neuroleptiques et après, on entame le TD. Si vous êtes d'accord, donc on va faire le cours. Après, on enchaîne avec le TD. D'accord? Donc, dites-moi d'accord. Très bien. Donc là, on va commencer avec les règles de prescription des neuroleptiques et des tranquillisants. Alors, voici le plan donc, que nous allons suivre. On va commencer par voir les neuroleptiques, leur classification, l'indication, les effets secondaires, les contre-indications. On terminera avec les règles de prescription. Après, on va voir les anxiolytiques et on va étaler donc les différentes catégories des anxiolytiques. Et, et vous voyez que vous avez plusieurs catégories d'anxiolytiques. Donc, on va voir un par un. Alors, on va commencer avec les neuroleptiques d'abord. Et on va commencer par des généralités. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les neuroleptiques, c'est une classe thérapeutique qui appartient aux psychotropes. Et la première question qu'on va se poser, qu'est-ce qu'un psychotrope? Alors, le psychotrope, c'est quoi? C'est une substance pharmacologique qui va agir sur le comportement, sur l'anxiété et sur l'affectivité de la personne. Comment? Donc, comment ce médicament il va agir? Il va agir en se fixant au niveau des récepteurs neuronaux et il va entraîner des modifications biochimiques. Alors, tous les médicaments, en particulier les neuroleptiques, n'agissent pas sur les mêmes récepteurs, ce qui explique la variabilité de la réponse de ces médicaments. Alors, ce sont des médicaments qui vont agir en fait sur des récepteurs qui se trouvent au niveau central. Ces neuroleptiques, ces psychotropes sont classés comme suit. Alors là, vous avez la classification de Delay et d'Henniker qui classe les psychotropes en 1, 2, 3 et 4 classes. Alors, mis à part les neuroleptiques, anxiolytiques et hypnotiques qu'on va voir aujourd'hui, vous voyez qu'ils appartiennent au groupe ou bien à la classe des psycholeptiques. Hein. À côté, vous avez les thymorégulateurs, les psychoanalytiques et les psychodysleptiques. Donc, ces trois classes, ce n'est pas le sujet de notre cours aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va voir les neuroleptiques, les anxiolytiques hypnotiques qui appartiennent à la classe des psycholeptiques. Les neuroleptiques, ce sont des médicaments donc, qui existent déjà depuis l'an 1952. Alors, ils ont été découverts en France et la première molécule qui a été découverte, c'est le chlorpromazine, donc le largactif que vous connaissez tous. C'est c'est le premier neuroleptique qui a été découvert. Alors, ce sont des médicaments qui sont à effet symptomatique. Ils ont une propriété réductrice des troubles psychotiques. Donc, on va les utiliser dans les accès maniaques, dans la mélancolie et la schizophrénie. Donc, ils vont réduire les troubles psychotiques. Et ils ont une action sur les fonctions psychomotrices. Donc là,
Ça veut dire que le malade il va être inhibé en fait. On va avoir une réduction des troubles psychotiques et une action sur les fonctions psychomotrices. Je continue. Alors, le mécanisme d'action des neuroleptiques, ce sont des antagonistes dopaminergiques. Ce sont des antagonistes dopaminergiques. En même temps, ils ont d'autres actions communes. Ils vont bloquer d'autres récepteurs. Alors, ils sont antihistaminiques, hein, ce qui va donner un effet sédatif avec une prise de poids. Ils sont anti-alpha-1 adrénergiques, donc ils vont donner une hypotension orthostatique. Ils sont anticholinergiques, il va y avoir un syndrome atropinique et ils sont anti-sérotoninergiques, donc on va avoir une prise de poids et stimulation de l'appétit. Donc ça, c'est le mécanisme d'action. Et en fait, lorsqu'on voit le mécanisme d'action de ces médicaments, donc on va deviner les effets des médicaments, de ces médicaments. Alors ici, vous avez donc schématiquement l'action des neuroleptiques sur les voies dopaminergiques du cerveau. En fait, pour avoir l'effet recherché, donc l'effet qu'on souhaite, il va y avoir une action sur la voie mésolimbique. Ces médicaments, ils vont agir aussi sur d'autres voies au niveau du cerveau. Donc, ils vont agir sur la voie nigrostriée, sur la voie mésocorticale, sur la voie tubéro-infundibulaire, et l'action sur ces trois voies, c'est pas l'action recherchée en fait. Et lorsque ces médicaments vont agir sur ces trois voies, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir des effets en plus que l'effet recherché, ce sont les effets indésirables. Mais nous, pour avoir un effet recherché, c'est l'action sur la voie mésolimbique. Alors, ici, vous avez aussi la classification des neuroleptiques. Alors, la classification des neuroleptiques, il y a plusieurs classifications. Vous avez donc une classification selon leur structure chimique. Alors, selon la structure chimique, nous avons les neuroleptiques de première génération et nous avons des neuroleptiques de deuxième génération. Alors, les neuroleptiques de première génération, donc, qui sont représentés par les phénothiazines, les butyrophénones et les benzamides. Et les deuxièmes générations, c'est les thioxanthènes, les dibenzodiazépines, les dibenzooxazépines et autres. Alors, vous voyez là ce que j'ai mis en gras. Donc, c'est surtout, ce sont les médicaments comme le Largactil, le Novinon, l'Aldol, le Dogmatil. Ce sont des médicaments qui sont disponibles à notre niveau. Le Risperdal, comme autre neuroleptique de deuxième génération. Ce sont des médicaments qui sont disponibles en Algérie. Toujours dans la classification, à côté de la classification selon l'action chimique, vous avez une classification selon leur type d'action. Et là, nous avons les neuroleptiques sédatifs, nous avons les neuroleptiques incisifs, c'est des neuroleptiques qui vont agir sur les symptômes psychotiques, tels que délire et hallucination. Nous avons les neuroleptiques atypiques, ce sont les plus récents et qui auraient moins d'effets secondaires. Et nous avons les neuroleptiques à action prolongée. L'indication de ces médicaments, donc l'indication des neuroleptiques. Alors, l'indication des neuroleptiques. Alors, temps de réunion restant. Très bien. Alors, l'indication, donc, pour les neuroleptiques sédatifs, ils sont indiqués dans les épisodes aigus. Les neuroleptiques de la schizophrénie
Et vous avez les neuroleptiques anti-hallucinatoires. Donc, pour les neuroleptiques sédatifs, sont indiqués dans les épisodes aigus, ça veut dire, ça peut être une agitation aiguë, ça peut être une bouffée délirante aiguë, un trouble de l'humeur avec composante délirante. Et là, vous voyez à côté les médicaments qu'on peut utiliser. Ce sont des neuroleptiques sédatifs. Vous avez les neuroleptiques de la schizophrénie. Euh, dans la schizophrénie, dans les délires chroniques non schizophréniques, paranoïa, psychose, hallucination chronique, dans l'accès maniaque, les troubles bipolaires en deuxième génération. Donc, et vous avez en face les neuroleptiques de la schizophrénie. C'est le risperidone, le risperdal, l'amisulpéride, l'amisulpride, pardon, et le clozapine. Et enfin, vous avez les neuroleptiques anti-hallucinatoires. Ils sont utilisés donc en deuxième intention dans la schizophrénie et on va utiliser dans ce cas-là l'aldol. Pour les effets secondaires, et on va commencer avec les effets secondaires neurologiques extrapyramidaux. Donc là, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que en matière de neuroleptique et dans les effets indésirables, il faut retenir que nous aurons des effets secondaires, mais pour tous ces médicaments, il faut toujours penser à corriger ces effets secondaires. Donc, prescrire un neuroleptique égale rajouter en même temps un traitement adjuvant, un traitement correcteur. Donc, c'est ce qu'il faut connaître. Alors, pour les effets secondaires neurologiques extrapyramidaux, hein, vous avez, ça peut être un syndrome hyperkinétique, des dyskinésies. Les dyskinésies, elles peuvent être aiguës, telles que le trismus, trouble de la déglutition, tardives, telles que une hypertonie, des mouvements anormaux involontaires. Vous avez aussi le syndrome, on peut avoir un syndrome parkinsonien, hein, et pour éviter ça, donc, on va utiliser les neuroleptiques de deuxième génération, donc qui ont une meilleure tolérance. Et vous avez l'épilepsie, donc en rapport avec un abaissement du seuil épileptogène. Alors, pour corriger ces troubles, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme je vous ai dit, il faut donner un traitement correcteur. Alors, prescrire un antiparkinsonien en association. Et le traitement des dyskinésies aiguës, c'est les anticholinergiques. Alors, ce qui est important, c'est surveiller l'apparition de mouvements répétitifs. Lorsque vous commencez le traitement, il faut surveiller l'apparition de mouvements répétitifs. Il faudrait prévenir le médecin pour une modification ou un arrêt du traitement. Alors, c'est bon jusque-là? Dites-moi, s'il vous plaît, une petite réponse. Oui, c'est bon. Alors, c'est bon. Un petit message. Vous m'entendez? Alors, vous m'entendez, s'il vous plaît? Allô, allô? Oui, Je ne vois pas de message. Oui, d'accord. Alors, je continue. Très bien. Donc, je continue. Deuxième effet secondaire, vous avez les effets secondaires endocriniens. Et pareil, il va y avoir des effets secondaires et il va y avoir une surveillance ou bien un traitement adjuvant. Donc, pour les effets secondaires endocriniens des neuroleptiques, c'est l'hyperprolactinémie, telle que la galactorée, qui va donner une galactorée et une
améliorée. Et la prise de poids, on va voir, elle est en rapport avec l'augmentation de l'appétit par diminution de l'activité physique et diminution du métabolisme de base. On peut avoir une dyslipidémie, on peut avoir un diabète sous-neuroleptique. Donc, ce qui est important, c'est surveiller la courbe de poids une fois par semaine. Donc, on va calculer donc, le BMI à chaque fois. Alors, attention, les neuroleptiques sont généralement contre-indiqués chez la femme enceinte. Donc, il faut faire un test de grossesse avant de prescrire un neuroleptique. Troisième effet secondaire, c'est des effets anticholinergiques, la sécheresse buccale, la xérostomie, constipation, troubles de miction, dysurie, troubles de l'accommodation, glaucome, syndrome confusionnel. Pour combattre ces effets secondaires, on va prescrire un traitement correcteur. Pour la sécheresse buccale, on va prescrire le sulfarlem, 3 à 6 comprimés, et on va demander, donc, conseiller aux malades de boire beaucoup avec une bonne hygiène dentaire. Donc, le traitement correcteur pour la sécheresse buccale, sulfarlem, boire beaucoup, bonne hygiène dentaire. Pour la sécheresse oculaire, ce sera des larmes artificielles, si besoin. Et pour la constipation, c'est les mesures diététiques, le régime alimentaire à base de fibres, des laxatifs, du Falab, du Normacol, du Lansol. Quatrième effet secondaire, c'est les effets cardiovasculaires. On peut avoir une hypotension orthostatique et un allongement du QT sous neuroleptique. Donc, il faut faire très attention. Le traitement correcteur, c'est surveiller les malades sous neuroleptique. Il faudra prendre le pouls, pardon, faudra prendre le pouls, la tension, debout et lorsque le malade est assis, pour surveiller d'éventuelles hypotensions orthostatiques. Donc, et il faut surveiller le malade tous les jours. Il faudrait apprendre la personne à passer de la position couchée en position debout en 2 temps, en restant assis quelques minutes au bord du lit. Et il faudra préconiser de ne pas se pencher brutalement en avant. Donc là, les effets cardiovasculaires sont importants. Ça veut dire que si on doit prescrire un neuroleptique, il faut voir l'état cardiaque préalable de nos malades. Le 5e effet secondaire est là, c'est une urgence. Alors, c'est le syndrome malin. Le syndrome malin, attention au syndrome malin chez des malades qui sont sous neuroleptique. Pourquoi? Parce que cet effet secondaire, il risque de mettre en jeu le pronostic vital de notre malade. Et on va penser à un syndrome malin devant des signes cliniques et des signes paracliniques. Alors, les signes cliniques, c'est le malade qui va développer une fièvre, une hyperthermie majeure. Il va développer une rigidité extra-pyramidale musculaire. Il peut développer un collapsus cardiovasculaire, donc c'est la tension qui baisse, le pouls qui baisse, trouble de la conscience, coma et convulsion. Alors, sur le plan paraclinique, on va penser, donc, ou bien on va confirmer la suspicion de syndrome malin. Alors, je pense qu'on a 1 minute. Alors, si ça se termine, je vais relancer encore, d'accord, le temps, et je vous demanderai de rester sur place. Donc, pour le bilan paraclinique, c'est lorsqu'on a une élévation des CPK, une cytolyse hépatique et une hyperleucocytose. Donc là, on va penser au syndrome malin. Et aussi, devant ce syndrome malin, il y a un traitement correcteur. Alors, le traitement correcteur, c'est quoi? C'est arrêter le traitement. Donc, arrêt rapide du traitement et transférer le malade en réanimation. C'est une